Sous le ciel brûlant de Ouagadougou, au milieu d'une foule tendue comme un fil prêt à se rompre, un jeune officier apparaît, le regard fixe, le pas ferme, comme si toute l'histoire du Sahel pesait sur ses épaules. C'est dans cette image presque irréelle que commence la trajectoire qui fera résonner le nom d'Ibrahim Traoré bien au-delà du Burkina Faso et qui transformera chaque recherche Ibrahim Traoré Burkina Faso en une exploration politique brûlante. Mais une question s'élève aussitôt, coupante comme une lame. Qu'est-ce qui pousse un pays écrasé par la pauvreté, encerclé par la violence, ignoré par les grandes puissances, à défier ouvertement l'ordre mondial qu'il subissait depuis des décennies? À travers les Ibrahim Traoré interviews, qui ont ensuite circulé comme des étincelles, un fragment plus sombre se dessine, une vérité que certains n'ont jamais voulu entendre. Et dans cette ouverture, un motif apparaît. Un homme seul, un peuple blessé, un système qui se fissure. Et ce motif, vous allez le voir, reviendra encore et encore. Si cette histoire mérite d'être écoutée jusqu'au bout, c'est parce qu'elle dépasse largement le cadre d'un simple pays enclavé du Sahel. Pour les Burkinabés, chaque décision politique prise à Ouagadougou peut signifier la survie ou l'effacement pur et simple de villages entiers. Dans un pays où plus de 2 millions de personnes ont été déplacées en quelques années, où certaines routes ne sont plus que des couloirs de poussière contrôlés par des groupes armés, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas une abstraction, mais un pari de vie ou de mort. Et pourtant, l'onde de choc dépasse les frontières. À chaque nouveau titre Burkina Faso News, ce n'est pas seulement un fait divers africain qui apparaît, c'est une fracture géopolitique qui s'élargit entre un Sud global exaspéré et un ordre international qui peine à se réinventer. L'Europe y voit un possible domino migratoire. Le Moyen-Orient y décèle un signal d'émancipation religieuse et politique. Les puissances émergentes y perçoivent une brèche dans laquelle s'engouffrer. Mais un détail, encore inexpliqué, plane au-dessus de tout cela. Comment un État si faible a-t-il pu résister à des pressions économiques, diplomatiques et même militaires qui auraient brisé n'importe quel autre régime? Micro-hook, une réponse existe, mais elle demande de revenir à la racine du système que Traoré a décidé de renverser. Car pour comprendre pourquoi ce pays a osé briser l'ordre établi, il faut d'abord comprendre l'ordre lui-même. Avant que le nom d'Ibrahim Traoré ne se répande dans les recherches Ibrahim Traoré Burkina Faso, le pays vivait sous un schéma bien connu en Afrique de l'Ouest. Un pouvoir politique fragile, une économie sous perfusion extérieure et une architecture sécuritaire largement dépendante des partenaires occidentaux. Sur le plan politique, le Burkina Faso oscillait entre transition, promesses électorales non tenues et gouvernement incapable de reprendre le contrôle d'un territoire dont plus de 40% échappaient à l'autorité de l'État. Sur le plan économique, la dépendance était abyssale. Un PIB autour de 20 à 23 milliards de dollars et un secteur minier où l'or représentait près des 3/4 des exportations, attirant autant les multinationales que les convoitises régionales. Sur le plan militaire, l'armée nationale, mal équipée, faisait face à des groupes djihadistes dont la mobilité, les financements et l'implantation locale dépassaient de loin les capacités des forces burkinabées. Les convois humanitaires circulaient sous escorte. Certains villages vivaient isolés des mois entiers, et les familles comptaient leurs morts en silence. Dans ce paysage, les Burkina Faso News se résumaient souvent aux mêmes formules: attaque, déplacement, sanctions, impasse diplomatique. Puis,
Un détail visuel a commencé à se répéter dans les reportages. Des jeunes soldats, fatigués mais déterminés, cherchant un visage, une direction, un symbole. C'est dans ce vide que Traoré a émergé, porté non par une idéologie, mais par un vide stratégique qu'il fallait combler. Mini cliffhanger. Et puis, à un moment précis, alors que le système semblait s'effondrer sur lui-même, ils se sont tournés vers Traoré. Au moment où Ibrahim Traoré commence à s'imposer comme figure centrale, deux chemins se dessinent devant lui et devant le Burkina Faso, comme deux lignes de force opposées qui traversent en silence chaque Burkina Faso News et chaque Ibrahim Traoré interview. Le premier chemin est celui de la sécurité apparente, rester ancré dans l'architecture classique des institutions internationales, accepter les conditionnalités du FMI, de la Banque mondiale, de l'aide bilatérale, maintenir une économie structurée par les banques commerciales traditionnelles, tolérer l'usure et les mécanismes de dette au nom du réalisme, conserver une éducation largement héritée de la période coloniale, où l'on enseigne davantage à s'intégrer dans le système mondial qu'à le questionner, et continuer de compter sur une armée formatée par les doctrines occidentales. Sur ce chemin, Ibrahim Traoré Burkina Faso serait un président comme beaucoup d'autres, un gestionnaire de crise, invité aux sommets internationaux, applaudi pour son pragmatisme, mais constamment surveillé, évalué, menacé de sanctions en cas de divergence. Le second chemin est radicalement différent. C'est celui de l'indépendance risquée, teintée d'un projet politico-religieux assumé. Dans les discours que ses partisans reprennent, Traoré apparaît alors comme celui qui envisage d'arracher le pays à la logique de la dette en s'attaquant à l'intérêt bancaire, présenté comme moralement et spirituellement destructeur, comme celui qui veut réorienter les ressources naturelles vers la population et non vers les multinationales, comme celui qui imagine une éducation refondée où l'on ne produit plus des élites fascinées par l'Occident, mais des générations qui se perçoivent d'abord comme africains et croyants, capables de conduire leur propre destin, comme celui, enfin, qui voit dans l'armée non plus une simple institution régalienne, mais une force idéologique, équipée d'armes, certes, mais aussi de récits, de prières, de références sacrées. Entre ces deux routes, une phrase résume la tension. Soit nous vivons comme des exécutants d'un système qui ne nous appartient pas, soit nous redevenons les auteurs de notre propre histoire. C'est dans ce tiraillement que se forge le personnage. D'un côté, la promesse de stabilité en échange de la soumission, de l'autre, l'appel à une gouvernance présentée comme islamique, totale, qui prétend aligner économie, éducation, armée et société sur un socle de principes uniques au prix d'une confrontation frontale avec les puissances établies. Micro-hook, puis un jour, une proposition venue de l'extérieur va tout changer, donnant à ce projet encore flou une profondeur stratégique et des moyens que personne n'aurait cru possibles pour un pays comme le Burkina Faso. Le premier acte de cette trajectoire commence dans le vacarme métallique des chars et le crépitement nerveux des armes légères, lorsque les jeunes officiers conduits par Ibrahim Traoré renversent le pouvoir militaire en place à la fin de l'année 2022. Dans les heures qui suivent, les caméras du monde entier diffusent l'image d'un capitaine au visage fermé, entouré d'hommes épuisés mais galvanisés, comme si un souffle nouveau traversait soudain le Sahel. C'est ce moment précis qui fait exploser les requêtes Ibrahim Traoré Burkina Faso, révélant un acteur politique inattendu. Le cliffhanger est immédiat. Un officier de 34 ans peut-il réellement reprendre un pays fracturé dont une partie du territoire échappe à l'État ? Traoré,
dans ses premières déclarations publiques, dénonce une élite incapable de protéger le peuple et promet qu'aucune parcelle de terre burkinabé ne restera sous domination terroriste. Mais derrière cette assurance, l'appareil sécuritaire est fragile, les casernes divisées, et la communauté internationale observe d'un œil inquiet. Le deuxième acte, lui, marque la rupture frontale. Dans une décision qui fera la une de nombreux Burkina Faso News, Traoré ordonne le départ des forces françaises stationnées dans le pays, mettant fin à des années de coopération militaire considérées comme indispensables par ses prédécesseurs. Ce geste, perçu par certains comme un acte d'émancipation, par d'autres comme un saut dans le vide, devient l'épicentre de la nouvelle ligne politique. Rompre les dépendances extérieures, redéfinir les alliances, replacer la souveraineté au centre. Dans ces Ibrahim Traoré interviews ultérieures, on entend un discours parfaitement calibré. L'Occident aurait échoué, l'Afrique doit reprendre la main, et la foi constitue un ciment stratégique. Cette rhétorique plaît à une jeunesse frustrée mais alarme les chancelleries occidentales, qui y voient un virage idéologique plus profond qu'il n'y paraît. C'est alors que commence le premier grand réalignement. Ouagadougou se rapproche de nouveaux partenaires, cherchant à combler le vide laissé par les départs occidentaux. Les cargaisons d'aide changent de provenance, les formateurs militaires ne parlent plus les mêmes langues, et des conseillers venus d'autres sphères géopolitiques s'installent discrètement dans les coulisses du pouvoir. À ce stade, une dynamique irrésistible est lancée. Le Burkina Faso n'est plus un simple champ de crise, mais un laboratoire politique où l'on tente de combiner souveraineté militaire, économie alternative et récits religieux. La tension monte, la scène se charge, et un détail, dissimulé dans les rapports diplomatiques, commence à circuler. L'existence d'accords non officiels portant sur la sécurité, les minéraux stratégiques et l'entraînement idéologique des troupes. C'est ici que se termine le deuxième acte, sur un dernier souffle qui agit comme un avertissement. Si ces documents existent réellement, alors l'histoire que le monde croyait comprendre n'est que la surface d'un mouvement beaucoup plus vaste. Le troisième acte s'ouvre comme une déflagration silencieuse. À mesure que le pays s'enfonce dans une guerre asymétrique, les pressions convergent de toutes parts. Attaques simultanées dans plusieurs régions, villages encerclés, routes coupées, famine rampante, sanctions brandies par les organisations régionales et soupçons de nouvelles velléités de coups d'État au sein même de l'armée. Le Burkina Faso vit alors l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Les rapports d'ONG mentionnent des massacres attribués à la fois aux groupes armés et à certaines unités pro-gouvernementales. Les populations creusent des tranchées autour de leur localité pour se protéger. Scène d'un autre temps qui sidère la communauté internationale. Micro-hook. Dans cet environnement suffocant, un fil invisible semble pourtant tenir le pays debout, comme si un projet idéologique venait donner sens au chaos. C'est à ce moment précis que Traoré dévoile une stratégie plus profonde. La militarisation totale de la société, adossée à un récit quasi messianique. L'armée n'est plus seulement une institution, elle devient une confrérie de combattants investis d'une mission sacrée. Les nouvelles recrues reçoivent non seulement une formation tactique, mais également un enseignement moral et spirituel présenté comme indispensable pour résister à la guerre psychologique des ennemis. Dans certaines opérations, des soldats entrent au combat
après des prières collectives, serrant contre eux des textes religieux comme d'autres servent des talismans. Pour ses soutiens, cette dimension constitue une force psychologique. Pour ses détracteurs, c'est une dérive idéologique dangereuse, susceptible d'alimenter un cycle infini de violence. Le quatrième acte représente le basculement irréversible. Après avoir rompu avec Paris et réorienté ses alliances, le Burkina Faso décide de quitter la CEDEAO aux côtés du Mali et du Niger, créant l'Alliance des États du Sahel, un bloc régional inédit dont l'ambition affichée est de bâtir une souveraineté collective face aux puissances extérieures. Quelques mois plus tard, un autre séisme politique éclate. Ouagadougou annonce son retrait de la Cour pénale internationale, dénonçant une institution jugée instrumentalisée contre les dirigeants africains. Ce geste envoie une onde de choc dans les capitales du monde. Pour certains, Traoré devient la voix d'une Afrique humiliée, réclamant la fin de l'ingérence étrangère. Pour d'autres, il s'agit d'une manœuvre permettant au pouvoir d'échapper à toute responsabilité face aux accusations d'exaction. Micro-hook toutes les 20 secondes. Chaque discours public, chaque apparition télévisée, chaque Ibrahim Traoré interview se charge d'un poids symbolique démesuré. Les foules y voient l'annonce d'une ère nouvelle. Les chancelleries y lisent le signe inquiétant d'un possible isolement international. Et dans cette tension extrême, une question flotte dans l'air comme un présage. Jusqu'où un pays peut-il pousser une quête d'indépendance avant que le prix à payer ne devienne insoutenable? Le quatrième acte se referme sur ce vertige, un vertige qui n'est plus seulement celui d'un État, mais d'une région entière. Dans les rues de Ouagadougou, la réaction populaire se lit d'abord dans les regards et les gestes avant de se lire dans les communiqués officiels. Une partie de la jeunesse, frustrée par des années d'humiliation et de promesses non tenues, se reconnaît dans la posture de défi d'Ibrahim Traoré. Elle brandit des drapeaux, scande son nom, partage des extraits de ses discours comme on partage des hymnes de résistance, transformant chaque apparition en direct, chaque écho d'une Ibrahim Traoré interview en moment de communion politique. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Les images d'un homme en treillis, béret vissé sur le crâne, parlant de dignité, de souveraineté, de foi, circulent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour ses partisans, il n'est plus seulement un chef d'État, mais un symbole vivant d'une Afrique qui se redresse. Pourtant, derrière cette ferveur, d'autres voix murmurent, plus inquiètes. Des journalistes dénoncent les pressions, des opposants évoquent un rétrécissement de l'espace civique, des défenseurs des droits humains alertent sur les risques d'un pouvoir qui s'adosse à la guerre et un récit idéologique unificateur. À l'extérieur, les chancelleries occidentales oscillent entre condamnation et prudence, tandis que certains courants d'opinion dans le monde musulman voient dans ces Burkina Faso News la preuve qu'un État peut défier les structures héritées de la colonisation. Dans les analyses, un motif revient comme une ombre tenace, celle de cet homme en béret qui semble se tenir seul au milieu du tumulte de l'histoire, incarnation à la fois de l'espoir de millions de personnes et du risque colossal que représente un tel pari politique pour un pays si vulnérable. À l'échelle mondiale, l'ascension de Traoré agit comme un révélateur, celui d'un basculement profond entre un Sud global de plus en plus impatient et un ordre international qui peine à répondre aux aspirations de souveraineté. Le Burkina Faso, avec un PIB d'à peine 20 à 23 milliards de dollars et dont près de 75% des exportations proviennent de l'or,
n'aurait jamais dû être capable de défier des institutions aussi puissantes que la CEDEAO, la CPI ou les bailleurs traditionnels. Et pourtant, le pays l'a fait, bouleversant les équilibres régionaux et offrant un précédent que d'autres États pourraient être tentés de suivre. Si un pays si fragile peut s'extraire, au moins partiellement, des structures de dépendance, alors la question s'impose: s'agit-il là du début d'un nouvel ordre pour l'Afrique ou simplement d'un sursaut condamné à s'épuiser sous le poids des réalités économiques et sécuritaires? Au bout du récit, l'image revient une dernière fois, celle d'un homme en béret, seul au milieu d'un continent en mutation, comme un point minuscule mais incandescent sur la carte d'un monde en déséquilibre. Ce n'est plus seulement Ibrahim Traoré, ni seulement le Burkina Faso, c'est la question silencieuse de tous les peuples qui refusent d'être spectateurs de leur propre histoire. Si cette histoire résonne en toi, prends un instant pour écrire ce qu'elle t'inspire, pour que cette réflexion ne reste pas muette. Si tu penses que ce parcours mérite d'être vu, partage-le, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre que d'autres se battent encore. Et si tu veux continuer à suivre ces trajectoires où la politique, les symboles et le destin des peuples se croisent, abonne-toi pour que la prochaine fois que l'histoire frappe à la porte, tu sois là pour l'entendre.